Chers amis, chers auditeurs, bonjour. Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Alors aujourd'hui, un livre haut en couleurs. Avant tout, je commence par dire bonjour à Josiane Sbero-Agna. Bonjour Bonjour, Josiane. bonjour. Josiane, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire, à découvrir et à relire ton livre L'école de l'exil qui a paru aux éditions Ballant. Alors bien sûr, est-ce que tu m'autorises à lire une petite poésie qui raconte en quelques mots ta ville natale, Gabès? Gabès. Moi, je sais une histoire du temps passé. Il me faut vous la dire avant de vous quitter. Est-elle mythique ou véridique? Ce pays a-t-il existé? Je pense que oui, car un jour j'y suis né. C'est une belle histoire, celle de l'enfance oubliée. Je voudrais vous la dire, laissez-moi vous la raconter. Alors, Josiane, ton enfance à Gabès. J'ai eu bien de la chance. En fait, Gabès, une petite ville oubliée du sud de la Tunisie. Et quand on dit Gabès à des Juifs de Tunisie, s'ils ne sont pas gabésiens, ils ne savent pas même où cela se trouve. Gabès était une base militaire qui protégeait en quelque sorte le Sahara, toutes les bases militaires qui étaient au Sahara. C'était une base où nous ne rencontrions que des Français, au point que nous parlions français pointu, ce qui m'a valu des ennuis quand je suis arrivée à Sousse, parce qu'on me disait, tu es Goya, regarde comment tu parles. Par contre, à Gabès, nous avons eu la chance d'avoir vraiment l'école de la France, la culture de la France dans sa magnificence, mais à Gabès aussi, par la suite, quand je suis devenue adulte et quand j'ai eu à réfléchir sur les problèmes, j'ai réalisé qu'au fond de la cour de mon école, ce que l'on appelait l'école juive et que je ne fréquentais pas, je ne savais pas ce que c'était. C'était l'école juive. Des enfants qui n'avaient pas le droit d'entrer à l'école par la même grande porte que nous, qui faisaient tout le tour par l'oasis pour entrer dans leur classe. Nous n'avions pas le droit de leur parler. Nous n'avions pas les mêmes récréations. Mais par contre, la vie en ville, pour les Juifs qui étaient privilégiés, puisque je suis obligée de reconnaître par la suite que c'était ça le statut, eh bien la vie à Gabès, c'était un terrain de jeu permanent. Il y avait si peu de voitures, il y avait si peu de foule en quelque sorte. Le jardin public nous appartenait. Quand on s'amusait, il arrivait que les policiers s'amusent à nous mettre en prison. C'est vous dire à quelque sorte. La prison, c'était juste une cabane de bois au fond d'une cour. Donc en fait, à Gabès, nous avons beaucoup joué ensemble. Les parties de cow-boy étaient échevelées. Et j'en ai gardé un souvenir. Puisque quand je suis passée en troisième, j'ai demandé à mon père une panoplie de cow-boy. Et j'ai eu mon chapeau. Alors, Josiane, tu es petite fille de grand rabbin et Tout à fait. j'aimerais que tu nous détailles un petit peu ceci parce que tu as beaucoup appris au contact de ton grand-père dans ce quartier de Djara, en fait, qui était le quartier juif. Alors, la grand-mère habitait Jara. Elle avait une magnifique maison avec des faïences espagnoles. C'était immense. Parce que tous les cousins, cousines, nous pouvions venir habiter chez la grand-mère. Et c'était la maison d'enfance de mon père. Il se trouve que mon père était donc d'une famille extrêmement aisée, plantureuse depuis des centaines d'années, qui possédait la plupart des terrains de Gabès, des propriétés, des immeubles, etc. Mais du côté de ma mère, son grand-père était le fameux rabbin Yitzhak Chaim Bokobza, qui était Gaon, qui était un très grand kabbaliste et qui était grand rabbin de toute la Libye et président du tribunal rabbinique de Tripoli. C'était un ami de la reine d'Italie. On parle aujourd'hui beaucoup de lui, puisqu'il y a eu beaucoup de livres écrits sur le fait qu'il était un ami du pape et qu'il soit l'un des deux rabbins descendus au Vatican. Mais ce grand-père a donné une éducation, ma mère a grandi chez lui, il a donné une éducation juive à ma mère dans la pensée philosophique d'une puissance, d'une intensité. Et ce qui est très joli, c'est que mon grand-père paternel avait la puissance de l'argent, de la propriété à Gabès,
Le grand-père maternel, l'arrière-grand-père maternel, avait la puissance de l'intelligence, de la connaissance. Et toutes les fois qu'il venait à Gabès, puisque c'était sa ville pour se reposer, il allait donc chez mon grand-père paternel. Et voilà comment ces deux enfants se sont mariés, en fait. Il y avait... Merveilleux. Et d'ailleurs, quand tu soulignes qu'il était descendu dans les caves du Vatican, je crois qu'il en est mort peu de temps après et qu'il n'a jamais voulu rapporter ce qu'il avait vu. Alors, nous n'en avons jamais parlé en famille. En famille, nous le savions. Le grand-père est descendu au Vatican, nous n'en avons jamais parlé. Mais de plus en plus apparaissaient sur Internet des tas d'histoires. Et je ne sais plus, je ne connais plus son nom, ce grand journaliste de France 2 a écrit les, les trésors de la Ménorah ou je ne sais quoi. Et je découvre qu'on raconte l'histoire de mon grand-père dans ce livre. Je dis, mais enfin, ce que vous racontez n'est pas très exact. Oui, le grand-père, puisque mon père le raconte des visus, et ma mère le raconte des visus, effectivement, quand le roi Victor Emmanuel III l'a invité pour bénir au mariage de son fils, et c'est ça qui nous montre encore le judaïsme oriental, cela n'a pas gêné du tout le président du tribunal rabbinique d'assister à la bénédiction du mariage en présence du pape, ce que l'on ne verrait jamais aujourd'hui dans le monde rabbinique d'aujourd'hui. Et pour le remercier, le roi lui dit, je vais vous faire un cadeau. Il dit, je n'ai besoin de rien. C'est écrit dans tous les livres désormais. Votre communauté est très pauvre. Ma communauté n'a besoin de rien. Je veux tout de même vous offrir quelque chose. Eh bien, si l'on veut recevoir au Vatican, on l'a reçu au Vatican, il est descendu et on raconte qu'il a soulevé un rideau, mais la seule chose que nous savons dans la famille, c'est qu'en remontant, ce grand kabbaliste ne disait plus qu'un seul mot, Avera, Avera Gdola. C'est-à-dire, pour ceux qui ne parlent pas l'hébreu, transgression, grave transgression. Qu'a-t-il vu? Nous ne savons pas. Il a eu une fièvre de cheval et sans reprendre la parole, il est mort 40 jours après exactement. C'est tout ce que nous vraiment savons. impressionnant. C'est impressionnant, d'autant que j'apprends aussi dans ton livre que pour le pèlerinage d'El Hama, célèbre aujourd'hui malheureusement après la destruction d'El Hama, on vendait des cartes à l'effigie de ce grand-père. Nous allions tous les ans à El Hama et je suis tellement heureuse aujourd'hui. Ça aussi, c'est prénoministe. Qui aurait parlé de la synagogue d'El Hama? Dans mon livre, j'en parle parce qu'elle était très importante pour moi. Et effectivement, nous y allions tous les ans, toute la famille, parce que c'était très important. Il y avait la tombe d'El Ma'rabi. Et l'on vendait, mais à la pelle, la carte postale du grand-père. Pour moi, ça me paraissait normal puisque tous les ans. Mais ce qu'il y avait à côté de cette tombe, à 2 mètres de cette tombe, il y avait un tank allemand, un tank couleur sable, les tanks de Rommel, et qui était un petit peu soulevé, jamais je l'oublierai, qui était un peu soulevé à 1 mètre de la tombe. Et nos parents nous expliquaient toujours, les Allemands ont essayé d'écraser la tombe, mais ce tank s'est arrêté et on n'a jamais pu l'extraire. Et voilà qu'aujourd'hui, ce que les Allemands, les nazis n'ont pas pu faire, le fascisme actuel l'a fait, puisque ma synagogue d'El Hama est carbonisée et que la tombe a été détruite. Oui, à coup de burin, à coup de burin. Alors, on va maintenant passer sur un sujet un peu plus joyeux. Le jeudi, jour de congé, c'était le jour de la manée, Josiane. C'est vrai que nous vivions vraiment ensemble, chrétiens, juifs. Les musulmans ne les voyaient pas, ils étaient à l'Oasis, à Gabès. Mais chrétiens et juifs, on naviguait entre la vie synagogale et la vie de l'église, mais complètement ensemble. Les petites communiantes nous faisaient râler quand même, elles avaient de belles robes. Mais quand c'était les fêtes chez nous, elles nous accompagnaient pour distribuer les gâteaux. Mais le jeudi à la manée, c'était très important. On ne le ratait jamais. Parce qu'à la manée, il y avait toutes les bonnes sœurs, et on préparait des spectacles immenses. On avait des cours de piano, évidemment, avec mes sœurs. Nous étions des pianistes élémentaires. Et la vie à la manée, c'était un moment où nous avons donné tellement de spectacles qui nous dépassaient complètement. Parce que je peux en chanter des chansons de ma sœur et ma sœur et ma sœur. C'était des chansons et des spectacles qu'elles allaient chercher, je ne sais pas où. C'était absolument incroyable. Mais on le faisait avec beaucoup de sérieux, c'était très important. Bien sûr. Et alors, bien sûr, il y a un piano dans la famille, ok? Et l'accordeur vient de Tunis.
Donc, il couchait à la maison parce qu'il y avait 500 kilomètres de distance et vous aviez droit à un petit concert avec des berceuses de Mozart. D'ailleurs, je dois préciser que vous êtes 6 filles dans la famille, mais qu'il y a eu un petit frère qui malheureusement est décédé très jeune, mais il y a eu un deuxième frère qui était un enfant adopté, Abdallah, qui chantait la berceuse de Mozart et qui a fini Pélaga. Abdallah, c'était très important. C'était un petit mendiant qui nous a fait beaucoup de peine parce qu'il nous a raconté, il avait un œil perdu par le trachome comme beaucoup en Tunisie. Il avait des teignes, il avait son bandeau parce qu'il avait des teignes, très jeune, il avait 10 ans, pas plus. Et il venait mendier auprès de notre immeuble tous les jours. Et ça nous avait fait beaucoup de peine parce qu'il nous avait raconté que son père était riche, mais qu'à la mort de son père, il était le dernier né, ses frères l'avaient jeté dans la rue. Donc ça nous avait révoltés. Et nous avons mis 6 mois, mais nous avons réussi, les 6 filles. Nous avons réussi à forcer la main des parents et nous avons adopté Abdallah à la maison. Et Abdallah était vraiment notre frère, mais vraiment Bravo, notre frère. bravo. Et alors, Josiane, le dimanche, c'était jour de plage. Or, je sais que tu es une bonne nageuse et que tu adores l'eau. Alors, tu vas nous parler de cette journée à la plage avec le tamaris, qui d'ailleurs pour toi, c'est un peu ta Madeleine de Proust, non? C'est tellement ma Madeleine de Proust qu'à la sortie de mon livre, mon petit-fils de Toulouse pour mon anniversaire cette année m'a dit, Mamie, c'est un petit Maor que j'adore, m'a dit, Mamie, j'ai un cadeau un peu spécial pour ton anniversaire. Il m'a offert un tamari qui est en train de grandir sur mon balcon. Colacavode, que c'est beau. Bah, tu vois, je ne connaissais pas encore ton petit-fils de Toulouse, mais tu peux déjà l'embrasser de ma part. Alors, les institutrices, en fait, vous baignez, comme nous au KEF, dans la culture française. Moi, je me souviens qu'on chantait nos ancêtres les Gaulois, d'accord? Mais on ne connaissait pas l'histoire de la Tunisie. On s'est rattrapé après, mais on se posait même pas la question, C'est vrai. C'est hein? parfait. C'est parfaitement vrai. On était réellement, on était en France, on était de France et on vivait en France. C'est tout à fait clair. Mais ça ne nous étonnait pas, ça ne nous blessait pas parce que tout était cohérent autour de nous. Bon, ce qui était incohérent, évidemment, je peux dire que c'est incohérent quand j'amenais le pain de maison tous les vendredis à cuire à la boulangerie ou quand j'allais chercher les plats du Shabbat, c'est sûr. Mais pour le reste du temps, et puis après tout, les Français, les Corses qui vivaient avec nous, je pense qu'ils mangeaient de la shakshuka comme nous. Je Oui, tout à pense, fait. Les Maltais aussi. et, mais par contre, la culture, c'était vraiment la culture française. Ce qui était très joli, pour le 11 novembre, c'était obligatoire. Pour le 11 novembre, les enfants des écoles, les mamans devaient nous coudre des vêtements, des costumes de France, des provinces de France. Et tous les ans, le 11 novembre, nous défilions en gants blancs, en costumes des provinces de France différentes, et nous marchions derrière les spahis. Il faut savoir quand même, quand on n'est pas de Gabès, que les spahis, ce sont ces grands cavaliers du Sahara avec leurs grands manteaux bleus sur des chevaux blancs. Mais tout ça, c'est un peu féerique. C'est C'est vrai. tout cela aujourd'hui, ça semble un peu du rêve, mais c'était très beau, c'était magnifique et on le revivait tous les ans. Ça faisait partie de notre quotidien, tout cela. Tout à fait. Et alors, Josiane, tu rappelles, c'est très touchant quand tu rappelles les femmes qui étaient femmes d'officiers et qui vous parlaient d'ordonnance, quand nous, dans les familles, on pouvait parler de domestique. Ce mot ordonnance, moi aussi, je l'ai découvert, puisque j'ai grandi dans une ville de garnison, et ça m'interpellait à chaque fois. C'est vrai. Hein? C'est vrai. C'est- Les petits mots du quotidien étaient différents. Pour le reste, nous avions le même langage, mais le quotidien était organisé différemment. Ils éprouvaient le besoin de nager derrière des paillasses en club à la plage. Parce que la plage de Gabès est magnifique, on n'a vraiment pas besoin de s'abriter. Donc, ils menaient une vie un petit peu parallèle. Mais comme mes parents étaient les propriétaires de pratiquement toutes les villas à Gabès, parce que je vous dis, depuis des centaines d'années quand même, hein, nous ne sommes pas des colons, nous sommes de Gabès depuis, notre nom le prouve, probablement depuis la Ah, ça me Phénicie. fait plaisir de savoir que tu n'as pas colonisé. Je n'ai pas On y colonisé. reviendra, on y reviendra. Euh, Hein? Mes Alors, parents, voilà. Josiane, il y a quand même la période
de l'occupation, les Allemands, qui s'arrêtent à El-Hama, justement, et la ville, la maison de famille est réquisitionnée par l'état-major italien. Et tu rappelles, avec beaucoup d'émotion d'ailleurs, un soldat allemand qui accompagne, qui pointe son arme sur la tempe de ta mère et qui demande les panneaux de feutre rouge où il y avait accroché ces bijoux qu'elle tenait, ces bijoux de famille. J'étais très jeune, mais il y a des choses dont je me Ils t'ont souviens. marqué. Tu étais accroché à la jupe de ta maman d'ailleurs. Deux choses ont marqué. Cette chose, évidemment, parce qu'en plus, vraiment, c'est un homme qui nous montrait, nous étions dans une tranchée chez la grand-mère, et je n'oublierai pas, au fond de la cour, cet homme avec un doigt qui a montré où nous étions. Et la deuxième chose, c'est que l'état-major italien a occupé notre immeuble, parce que nous avions l'immeuble, nous occupions tout un immeuble familial. Et je me souviens aussi qu'un homme avec un costume tout noir, maman m'a dit que c'était donc un officier italien, qui devait avoir des enfants probablement en Italie, à chaque bombardement, au moment où les Américains ont tout bombardé, venait régulièrement me chercher et il se couchait sur moi dans une tranchée. Et ça, je me souviens que même, j'avais même fait pipi sur lui une fois de Bravo. peur. Ben oui, ben oui. Et alors, tu as parlé tout à l'heure de l'école juive. Il est vrai que ces enfants étaient à plaindre, mais tu rappelles quand même, tu précises que ces enfants sont pour la plupart en Israël, où ils ont bâti leur avenir en Israël, grâce au mouvement Aliyat Noar, je suppose. Mais Hein? Gabès, c'est particulier. Gabès, c'est particulier. Effectivement, la totalité des Juifs de Gabès sont allés directement en Israël. Ils n'ont pas fait comme ceux de Sousse et autres qui sont passés par la France. Gabès, c'était réellement, probablement par l'école juive. Pour eux, partir, c'était réaliser, c'était aller en Israël. Alors, il y a deux mouvements de jeunesse, on en parlera tout à l'heure, qui ont fait très fort en Tunisie. À Gabès, c'était le Bétar. À Sousse, en Suisse, c'était le chemin de Saïr. Tous mes cousins, nous étions une grande famille, tous mes cousins directs sont partis en 46-47, donc avant la création de l'État d'Israël, par le Bétar. Et ils ont participé aux guerres de création de l'État d'Israël et autres, ce qui fait qu'en Israël, en fait, j'ai 200, 300 cousins germains et qui ont vraiment fait leur parcours en Israël. Nous C'est sommes la seule magnifique. partie. C'est magnifique. C'est magnifique. Et Et je vais te dire, je l'avais dit déjà hors antenne, tu peux pas t'imaginer le nombre de groupes de Gabésiens que j'ai rencontrés en Israël. Je te ferai retrouver des Gabésiens. réellement, Monique, si tu peux me mettre en contact, leur faire lire le livre, Mais oui, parce que vraiment, je leur dédie en hommage, en hommage. mais Les bien Juifs sûr. étaient à l'école juive et ça, et j'ai compris le drame de l'école juive avec ma cousine germaine, Yael, aujourd'hui décédée, et j'allais chez elle tous les ans en Israël, et qui m'a raconté un jour, un an avant sa mort, elle me dit, tu sais, Josiane, j'étais tellement jalouse de vous, alors que nous étions les deux appartenant à des familles, à la famille opulente, puisque nous étions la même famille, je vous voyais, vous, aller à l'école française. Et moi, mon père avait décidé, étant donné qu'il était responsable de la communauté, que j'irais à l'école juive. Elle m'a dit, tu sais, la souffrance que j'avais quand je vous voyais de l'autre côté de la cour. Vous aviez une vie normale de petits-enfants, et moi, j'étais dans cette école juive où j'étais malheureuse comme tout parce que c'était pas une école pour moi. Et ça a été une libération quand mon père a décidé qu'on parte en Israël. Mais j'ai compris, et moi aussi, et là, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, c'est l'oncle qui a eu raison. Il a eu raison parce que l'école juive était une telle souffrance. Je sais où je suis, qui je suis, et je pars. Alors que nous nous sommes racontés des histoires en pensant que nous n'étions pas, et que nous n'étions que du monde de la culture. C'était probablement une grosse erreur. Et alors, Donc, justement, arrive ce jour de 1947 qui est inoubliable pour toi, puisque votre mère vous appelle et à voix basse, parce qu'on parlait très chut, tout le monde était là, tout le monde écoute le communiqué radiophonique et ce fut l'explosion pour une mais je prochaine sais que édition. Et donc, Israël existe 16 mai 1948 et nous ne pouvons pas l'oublier. Et donc, ça devient, comme tu l'écris si bien, et tu vas le prouver par la suite, la centralité de ton être.
Et alors là, tu commences à fréquenter les mouvements de jeunesse sionistes. Tu les fréquentes si bien que, en amont déjà, ton père décide, vous allez quitter Gabès. Parce que ça devenait, il y avait des frictions dans les communautés. Non, c'était surtout, alors là, pour mon père, parce que lui, il Pour n'avait pas de l'école. friction, il avait un rôle important, c'était pour l'école. Pour L'école de l'école. Gabès, c'était des cours complémentaires, donc ça n'allait pas loin. Nous sommes arrivés à Sousse pour les études, vraiment pour Alors les là, à études. Sousse, pour toi, c'est très différent. J'ai vécu à Sousse, donc c'est pas Gabès. C'est-à-dire que la rue ne vous était pas autorisée en permanence. Il y avait des voitures. Il y avait, il fallait aller à pied jusqu'au bord de plage. Tout le monde s'est baladé. Mon Dieu, que de souvenirs à Sousse. Et d'ailleurs, tu vas pouvoir en parler parce que longtemps après, tu es retourné à Sousse et je crois que tu as été assez déçu. Ah oui, Sousse, ça a été une découverte, il faut être honnête tout de même. Parce que à Gabès, j'étais une fille Anya. Ça me suffisait. Il me suffisait de dire je suis une fille Anya. Oui. À Sousse, je n'étais rien du tout. J'étais une jeune gabésienne qui était là. Mais à Sousse, j'ai découvert par contre la démocratie. J'ai découvert qu'au collège, nous étions un tiers de juifs, un tiers d'arabes, un tiers de français. Nous vivions ensemble. Et vraiment, à Sousse, j'ai découvert cet aspect de la colonisation française riche, généreuse, étendue, qui offrait les mêmes conditions absolument à tous ses bénéficiaires. Je dois tout à la France, à Sousse. Je suis obligée de le dire. Donc, Sousse, Sans oublier, Josiane, la blouse grise, hein. la blouse grise du collège, on avait tous l'uniforme, ce qui réglait tous les problèmes. Mais par contre, à Sousse, j'ai découvert le mouvement de jeunesse. Ça, je reconnais que j'ai découvert s'il y avait le Bétard à Gabès, mais on n'approchait pas les mouvements de jeunesse, on était plutôt la manée avec mes parents. À Sousse, j'étais plus libre de mes mouvements. J'ai découvert la Chaumière à Saïr. Et réellement, ça m'a construite. Ça m'a vraiment construite parce que moi, de famille très pratiquante, très religieuse, c'est sûr. C'est moi qui accompagnais mon père à la synagogue tous les samedis. Nous avions 8 siffrés Torah qui nous appartenaient, qui sont restés là-bas du reste. Eh bien, là, j'ai découvert qu'un juif peut aussi vivre une vie politique intense. J'ai beaucoup appris. À la Chomera Saïr, j'ai beaucoup appris sur les séminaires, sur la préparation, sur le socialisme, sur la connaissance de l'autre, sur l'histoire du sionisme également, qui était très importante. Et là, j'ai compris, en fait, que pour être juif, dans l'éducation juive, on ne peut pas se contenter de faire soit la synagogue et avec des yeux fermés et dirigés uniquement sur l'enseignement religieux, et on ne peut pas non plus la totale laïcité sans connaître le fait religieux de son identité. Je crois que être une éducation juive, c'est réellement l'alliance des deux, et il faut être très attentif à cela. C'est très important pour une Et alors, construction. Josiane, on arrive en juillet 53. D'ailleurs, dans un épisode où tu es dans la Micheline avec ton père qui vous ramène de Tunis, et tu t'aperçois que, parce que la joie pour toi, c'était d'aller au restaurant à Tunis avec ton papa, tu t'aperçois qu'il est songeur. Et en fait, à ce moment-là, tu n'as que 13 ans, mais c'est Mendès France qui vient d'annoncer le projet d'autonomie du protectorat tunisien. Et là, il y a quand même un bouleversement qui s'opère et on voit le cheminement. Tu comprenais pas tout dans ces conversations d'adultes et pour cause, mais tu as compris quand même intuitivement qu'il y avait de graves événements qui se préparaient. Ce que j'ai compris, c'est que les adultes étaient inquiets. Pour la première fois dans la Micheline, les Arabes étaient enveloppés dans leur burnous et ne parlaient pas. Les hommes juifs qui accompagnaient mon père parlaient à mi-voix. J'entendais événements, je ne comprenais pas ce que c'était évidemment. Et puis les événements, on a découvert très rapidement ce que c'était. C'est-à-dire qu'il y avait des attentats, c'est-à-dire que notre frère Abdallah nous a quittés en disant qu'il était devenu Félaga quelques années après. C'est-à-dire que ça devenait difficile d'être juif, puisqu'au collège, pour la première fois, on avait des dissensions juifs, arabes, on se regardait de travers pour se méfier. Donc, c'est une réalité nouvelle qui s'installait et qu'on ne comprenait pas très bien. Par contre, nous, à la Chomère, nous la comprenions, puisque l'objectif de la Chomère étant l'alia au kibbutz artsi de tous les jeunes membres, on nous formait vers, on avait déjà un pied à l'extérieur.
dès l'âge de 13-14 ans, le chômeur, on avait un pied vers l'extérieur. On avait un pied déjà dans le bateau qui nous emmènerait tôt ou tard. Et donc, on se construisait dans une réalité différente des parents. On n'en parlait pas aux parents puisqu'on savait qu'il fallait pas en parler. En plus, il fallait parler de rien parce que c'était dangereux de parler. Donc, on se construisait au local, dans les séminaires, mais on se construisait vraiment déjà. C'était fini. Pour nous, ce n'était plus ici, c'était ailleurs. C'était clair. Et là, tu rappelles ton premier camp international en 55, donc dans la forêt de Fourchambault, près de Nevers, et tu es vraiment partie prenante, mais à 1000% pour la chômère. Et sachant que tes parents étaient réfractaires, tu prépares une alia Ça a été difficile. sans leur accord. Ça a été difficile. Il y a eu beaucoup d'esclandres. Je m'en veux maintenant, puisque j'ai perdu mon père, en quelque sorte. Mais j'ai tenu bon et on n'avait pas l'habitude. Parce que des 6 filles, j'étais la plus docile, j'étais la plus travailleuse à l'école, j'étais la plus silencieuse. Et brusquement, c'était un ouragan qui était incompréhensible et irrépressible en même temps. Même mes sœurs ne me comprenaient plus. J'étais devenue un élément à part dans la fratrie, dans la famille. Cette famille qui était tellement homogène, tellement fermée, tellement vivant de sa réalité, j'étais quelque chose d'extérieur. Donc, en fait, c'était au-delà de moi. C'était au-delà de moi. Et réellement, il faut comprendre quand même que au jeune âge que j'avais, à ce fameux camp de la Veïda internationale, le fameux Abba Kovner que j'ai découvert là, nous a projeté avec une petite caméra un film d'horreur. On était en 55, on n'était pas au courant. Varsovie, etc., nous n'avions entendu parler. Or là, il nous projette le film quand même de Varsovie, Mordechai Anilevitch. Comment voulez-vous ne pas être frappé définitivement par cela? C'était fini. C'était ma réalité. C'était devenu mon monde, ma réalité, et il ne pouvait pas en être autrement. Et tu étais d'autant plus conforté dans ce choix que tu t'apercevais, tu entendais quand même les parents parler, les propriétés se dévaluaient, les juifs cherchaient à vendre, ils vendaient souvent pour des bouchées de pain. Il y a d'ailleurs, et puis tu dis une phrase qui est très juste. Bourguiba, dans ses discours, promet à tous les qualités de destin. De nombreux juifs ont lutté à ses côtés, des ministères sont attribués à des ministres juifs, Baruch par exemple. Les juifs ne doivent pas partir, le pays en a grand besoin. Mais en fait, on l'a très vite oublié et ils ont été très vite remerciés. Alors, c'est très curieux parce qu'en fait, si ma mère a été élevée par son grand-père, qui était rabbin, c'est parce que son père, mon grand-père direct, maternel, était un destorien, un bondiste, un anticolonial, et qui donc était un grand révolté, ce qui fait que le grand-père rabbin a élevé ma mère chez lui pour la protéger de cela. Mon grand-père maternel était un grand révolutionnaire et un destorien. Mais nous, à la Chomère à Tsaïr, quand il y avait les mouvements de l'UGET, l'Union générale des étudiants tunisiennes, on participait avec eux, on défilait avec eux. C'était notre pays. Donc, en fait, la moralité faisait que nous participions à la lutte de l'indépendance des étudiants tunisiens arabes. Et il faut rappeler quand même que si nous avons connu celui qui a été vraiment, j'ai été son bras droit, je l'ai adoré, Claude Barouche, le fameux président de l'Union des patrons juifs de France, que sa perte pour moi, c'est une perte incommensurable. C'est son oncle qui a été le seul Le ministre, ministre que. tout à fait, tout à fait. Donc, nous avons une ministre, parce que Bourguiba a essayé. Il faut être honnête, Bourguiba a essayé. Mais Bourguiba était quand même un homme extrêmement intelligent, un homme politique. Ce n'était pas, ce n'était pas le genre d'homme politique que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il voyait son pays dans l'avenir. Donc, c'est évident. Il était arabe, il était musulman. C'est évident qu'il ne pouvait pas voir son pays autrement que dans la langue arabe, dans l'éducation arabe. Il l'a fait avec beaucoup d'intelligence, mais il l'a fait en nous marginalisant parce que nous, les Juifs en Tunisie, nous étions tunisiens. Donc nous nous sommes retrouvés très rapidement dans une problématique. Nous n'étions pas apatrides puisque nous n'étions pas renvoyés, mais nous n'étions pas
tunisiens puisque nous étions juifs de culture française. Donc nous étions tout de même 25 000 enseignants juifs en Tunisie, tunisiens. Donc nous nous sommes retrouvés une flopée de citoyens qui n'avions pas de statut. Et en quittant la Tunisie pour venir en France, nous n'étions rien non plus. C'est ça le drame des Juifs de Tunisie. Oui, 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 tout à fait. Alors, il y a un passage très sympathique quand tu déménages à Sousse. Il y a Mabrouk, qui est un peu votre métayer, qui vous fait parvenir des grenades, des pêches, et qui dit à ton père, mais parce que bien sûr, il profitait du métayage de la ferme de tes parents, et il lui dit, mais tu vas faire grandir tes enfants avec les fruits de ta ferme. Alors, donc tu rappelles l'éducation de ta maman par le grand-père, la chomère à saïr et la préparation de l'alia. Alors l'alia se fait toujours en 2 temps. Il y a d'abord 6 mois en France dans une ferme pour vous apprendre à travailler la terre, voir si vous en êtes capable ou pas. D'accord? Il y a l'épisode de Monsieur René que tu peux rappeler si tu veux. Et puis après, vous prenez le bateau, le Herzl, pour arriver dans la baie magnifique de Haïfa. Alors, cette préparation d'Alia. Alors en fait, la force de la Chamera de Saïr, oui, nous nous retrouvons pendant 6 mois dans une ferme, mais pas du tout avec des professeurs pour nous apprendre l'agriculture. Dans un premier temps, nous sommes seuls. Débrouillez-vous. On vous a appris le marxisme, le socialisme, qu'est-ce qu'un paysan sur le plan idéologique, débrouillez-vous. Bon, on s'est rendu compte au bout d'une semaine qu'on avait fait n'importe quoi. Et là, le métayer arrive, Monsieur René, et nous dit, attention, le socialisme c'est très bien, le communisme c'est très bien, l'idéologie c'est très bien, mais pour travailler la terre, on se réveille tôt le matin, garçons et filles, on a besoin de conseils, on a besoin de direction, et on a besoin de travailler, non pas de réfléchir et de se raconter des poèmes. Donc effectivement, nous avons travaillé très dur, parce que pour nous apprendre l'agriculture, on nous l'a appris par les moyens les plus difficiles. C'est-à-dire que nous avons fait la moisson à la main. Les gerbes, on les a attachées à la main. Ensuite, quand la moissonneuse-batteuse est venue, on a fait ça de l'aurore jusqu'à la nuit. Vraiment, on en a bavé. C'était très dur. C'était très, très dur. Mais on l'a appris. D'autant plus que la deuxième partie des journées, toujours, c'était une partie intellectuelle. Il fallait faire des critiques des journaux, des analyses. Donc, on avait cette préparation de vie kibbutz où il y a le travail acharné de la terre, puisque le kibbutz artsi, c'était l'agriculture, et le soir, la vie culturelle. Je crois que ça nous a beaucoup appris. Et quand on est arrivé en Israël, au kibbutz Negba, pourquoi Negba? Parce que le kibbutz artsi, dans les années 50 justement, le kibbutz artsi construisait tous les kibbutzim du kibbutz artsi, c'est-à-dire le Shomer HaTzaïr, le long des frontières les plus dangereuses. Les kibbutzim étaient construits systématiquement. Donc mon kibbutz Negba, c'est tout près de Gaza, beaucoup plus près encore que Nir Oz. Vous aviez Negba, Karmia, où il y avait beaucoup de Tunisiens, Yad Mordechai, le kibbutz Mordechai Yanievitch, et Nir Oz. Nous faisions une ceinture autour de Gaza pour protéger les frontières du pays. Impressionnant. Et donc, c'est déjà dans cette ferme, la ferme Zep, hein, près d'Agen, que tu rencontres Arié. Ah ben oui, je le rencontre pas, il est membre du groupe. Ok, mais je ne dévoile aucun secret puisque c'est dans le livre, hein, Josiane. Et donc, vous arrivez tous les deux à Negba, et c'est la vie du kibbutz que l'on va détailler dans une deuxième émission. D'emblée, je dis merci à Josiane Sbero. Merci Josiane. Merci infiniment. Et merci aux Gabésiens qui auront écouté ou acheté le livre. Ça me touchera tellement qu'ils me fassent des retours sur Gabès. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris, Culture et Spectacle.